Direction les États-Unis où Donald Trump, depuis le début de son second mandat, s'attaque aux institutions et aux contre-pouvoirs, non-respect des décisions de justice, attaque contre les cabinets d'avocats, atteinte à la liberté de la presse, autant de signaux qui interrogent: les États-Unis sont-ils encore un État de droit? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Cohen-Tanuji, avocat au barreau de Paris et New York, fondateur du cabinet Cohen-Tanuji Avocat. Laurent Cohen-Tanuji, bonjour. Bonjour. Les atteintes à l'état de droit aux États-Unis se sont multipliées depuis l'arrivée de Donald Trump. Pour commencer, la première question que j'ai envie de vous poser: quels sont les facteurs qui fragilisent aujourd'hui l'état de droit aux États-Unis? Alors effectivement, le principal facteur, c'est le comportement du président, donc le président des États-Unis, qui a déjà, enfin la présidence a énormément de pouvoir en réalité, et Donald Trump les utilise au maximum et en contrariété souvent avec les principes constitutionnels, les libertés fondamentales et les droits individuels. Donc ça, c'est le facteur principal. Le deuxième facteur, c'est le fait que le Congrès est totalement absent. C'est-à-dire qu'il y a une majorité républicaine au Congrès, qui est courte, mais qui existe, et qui est totalement dévouée à Donald Trump. Donc, Donc pas de contre-pouvoir. pas de contre-pouvoir. Le Congrès ne joue pas son rôle. Et puis, il y a enfin la Cour suprême, qui a une majorité conservatrice, dont 3 juges nommés par Donald Trump. Donc, toute cette conjonction de facteurs, mais principalement l'exercice du pouvoir par le président, fragilise l'état de droit aux États-Unis aujourd'hui. Donc on a vu les principaux facteurs qui fragilisent l'état de droit. Malgré ces fragilités, est-ce qu'il y a encore des mécanismes de protection de l'état de droit? Oui, heureusement, parce que les États-Unis sont probablement la démocratie la plus solide du monde, et c'est précisément l'état de droit est à la fois la cible du pouvoir, mais également le champ de bataille. Et donc, il y a une résilience de l'état de droit parce que la justice fédérale, les tribunaux fédéraux résistent en réalité. Et donc, Comment ça se traduit comment ça se concrètement? traduit? C'est que chaque décision, chaque mesure, décret présidentiel contestable fait immédiatement l'objet d'un recours devant les tribunaux fédéraux. Et la plupart de ces recours se traduisent par une suspension des mesures présidentielles. Et donc, dans la plupart du temps, les partis, les plaignants ont gain de cause. Donc, la deuxième, ce qui est important pour C'est ça, plutôt c'est bon que signe pour la ça, démocratie. c'est bon signe pour la démocratie, mais ça suppose aussi que, une société civile Soit active, active, parce qu'il faut évidemment saisir les tribunaux. Et là, c'est bien ce qui sûr. se passe. Les États, les villes, les associations, les syndicats font des recours. Et donc, c'est ça qui manifeste la résilience de l'état de droit aux États-Unis. Alors surtout qu'on a vu que le président Trump a multiplié les décrets et a médiatisé un peu sa posture justement pour dire j'avais annoncé et je le fais, vous voyez. Donc il a mis en scène un peu tout ça. Oui, mais donc ce qui est important, donc, c'est qu'à chaque fois, maintenant, il y a une machine qui s'est mise en place, comme je vous le disais, pratiquement à chaque recours, à chaque mesure, dès le lendemain, il y a un recours en justice, et certains de ces recours par exemple, pour les cabinets d'avocats, pour l'université de Harvard, pour certaines déportations illégales, il y a des décisions de justice qui ont donné tort à l'administration Trump. Alors, évoquons maintenant la Cour suprême, parce qu'elle pose aussi question avec les nominations Ouais. faites par Donald Trump. Est-ce qu'elle joue encore son rôle de garde-fou actuellement? Alors, la Cour suprême n'a encore rendu aucune décision sur le fond depuis l'élection de Donald Trump. Il y a eu de nombreuses décisions de procédure ou des décisions temporaires. Ce qui se passe, c'est que donc il y a des recours contre les décisions de l'administration. Ces recours, en première instance ou en appel, sont en majorité, pas tous, mais en majorité défavorables à l'administration. Et l'administration, à ce moment-là, fait un recours d'urgence dans la Cour suprême. C'est ce qui s'est passé pendant l'été. Et souvent, la Cour suprême lui donne raison, c'est-à-dire suspend les blocages des juridictions inférieures, mais pas toujours, mais souvent.
Mais ce ne sont pas encore des décisions sur le fond. Je pense que D'accord. la première décision sur le fond va être celle qui concerne les tarifs douaniers de Elle Donald est Trump. très attendue. Elle est très attendue et là, on ne sait pas. Il est quand même possible que la Cour suprême, en fait, invalide la politique douanière de Donald Trump, qui serait quand même un... Mais il y a encore d'autres décisions sur le droit du sol, sur les libertés fondamentales. Donc, pour le moment, rien n'est véritablement joué et on peut penser que sur certaines décisions fondamentales, il y aura une majorité, c'est-à-dire non seulement des 3 juges libérales, c'est-à-dire démocrates, mais également peut-être du Chief Justice de la Cour suprême et peut-être d'Amy Coney Barrett, qui a été nommé par Trump, mais qui parfois est du côté des démocrates. Voilà, on peut espérer que la Cour suprême quand même joue son rôle. Sa popularité est en baisse, elle est très critiquée, y compris par le monde du droit aux États-Unis. Donc elle joue aussi sa crédibilité. Donc, je pense que sur vraiment les fondements de la démocratie américaine, elle saura jouer son rôle. On va le savoir dans les mois qui On viennent. va suivre tout ça avec Voilà. intérêt. Au-delà des futures décisions de la Cour suprême, quelles sont les évolutions que l'on peut attendre pour justement préserver l'état de droit aux États-Unis? Écoutez, il y a deux choses. D'une part, on est à moins d'un an maintenant des midterms, des élections de mi-mandat. Donc ça va quand même changer. Comme je le disais, la majorité républicaine est assez étroite aujourd'hui. Donc s'il y a un changement de majorité au Congrès, ça va changer la donne parce que le Congrès pourra vraiment jouer son rôle de contre-pouvoir. Et puis, comme je vous le disais, il y a les décisions de la Cour suprême qu'on attend. Et puis, il y a toujours de toute façon ces batailles juridiques et judiciaires. Donc à la fois sur le terrain politique et sur le terrain juridique, on peut penser, puis Donald Trump n'est pas éternel non plus. Un mot sur le monde du droit, vous l'avez évoqué au cours de cette interview. Comment ils vivent un peu? Les cabinets d'avocats ont été attaqués dès le début du mandat de Donald Trump. Comment ils vivent tout cela? Ben, assez mal parce que il y a non seulement les cabinets d'avocats qui ont été attaqués, mais c'est surtout, il y a une instrumentalisation de la justice pénale. Donald Trump considère que le parquet fédéral fait partie de l'exécutif et donc est totalement, comment dirais-je, sous son contrôle. Donc il n'y a plus d'indépendance du parquet, il n'y a plus non plus d'impartialité parce qu'il y a des poursuites vindicatives. Donc c'est ça qui est quand même très très préoccupant. Et ça met en cause finalement le droit à la sûreté de chacun parce qu'on ne sait pas très bien ce qui peut. Enfin, le parquet n'est plus indépendant et ça c'est un vrai souci. Pour terminer, il y a eu des attaques aussi de la presse. Est-ce que la presse joue son rôle de contre-pouvoir aux États-Unis? Oui, la presse joue son rôle de contre-pouvoir. Les grands médias. Alors évidemment, les grands médias ont perdu comme partout l'espèce de suprématie qu'ils avaient. Il y a d'autres canaux, mais des grands médias quand même audiovisuels ou de la presse écrite jouent leur rôle de contre-pouvoir et de critique de l'administration. Absolument. On va conclure là-dessus. Merci Laurent Cohen-Tanugi. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et au barreau de New York et fondateur du cabinet Cohen-Tanugi Avocat. Merci à vous. Tout de suite, l'émission continue. On change de décor. On va s'intéresser aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du luxe avec une amende record de 157 millions d'euros.